Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la 237e mort de Bitcoin, ça vaut le coup de le chroniquer, non je plaisante, c'est ridicule évidemment, Bitcoin n'est pas mort, mais il se passe des trucs très importants qu'à mon avis vous devriez comprendre, et en tout cas si ça vous intéresse, vous avez frappé à la bonne porte. On va parler de l'explosion des frais sur la chaîne, pourquoi, comment, quelles conséquences et qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, à mon avis. Alors bien sûr, je n'ai pas de boule de cristal, je donne simplement mon avis. D'ailleurs, tout ce que je dis n'est pas un conseil en investissement. Et pendant que j'y suis, je rappelle que si vous aimez mon contenu en général, n'hésitez pas à mettre un pouce et aussi à vous abonner. Il me manque 4 abonnés pour atteindre les 3000. Donc allez, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Un petit abonnement, ça mange pas de pain. Ceci dit, on y va, on se jette dans le dur. Qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin ? Eh bien, il y a une explosion des frais, comme on peut le voir sur ce graphique. Vous voyez ici 3 pics, les deux premiers correspondent au bull run de 2017 et au bull run de 2021, et celui-là, il correspond à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je précise que les frais sur une blockchain, c'est très intéressant parce que c'est combien les gens sont prêts à payer pour l'utiliser. Et en réalité, plus les frais augmentent et plus ça prouve que la blockchain est utile en quelque sorte, puisque des gens qui payent pour utiliser quelque chose, c'est bien la preuve qu'ils ont envie de l'utiliser, donc c'est bien la preuve que quelque part c'est utile. Et donc du coup, je fais un petit crochet pour regarder l'évolution des frais de Bitcoin dans le temps, une minute. Ici, on voit que autour du pic, ma foi, le corps de cette espèce de pic est assez maigre, en tout cas bien plus maigre que celui d'après. Donc il y a eu beaucoup plus de frais qui ont été dépensés en termes de dollars américains. Et surtout, ce qui est à noter, c'est que quand les gens perdent de l'intérêt dans Bitcoin, eh ben on est passé de 200, 180, 100 et quelques dollars de frais à 800. Un truc comme ça, quoi. Au moment où c'était super bas, allez, 300, 400, 500. Enfin, on a monté. Et si on regarde ensuite, après, plus tard, et ben là, on voit que les frais étaient, quand c'était pas très intéressant, 2008, 2000, 1800, etc. Donc, à chaque fois, on monte énormément, mais quand on retombe moins bas qu'avant. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut mesurer aussi l'adoption de Bitcoin et son utilité. Vous voyez ici qu'il était utile au point que les gens étaient prêts à payer au moment où tout le monde s'en fout environ 200 €. Là, au moment où tout le monde s'en fout environ 500 €, allez, et là, au moment où tout le monde s'en fout, entre 2000 et 1600 €. Enfin, je suis pas là pour donner des chiffres précis, je suis là pour attirer l'attention sur le fait que quand ça retombe moins bas. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi peut-être le prix du Bitcoin lui-même retombe moins bas après chaque bull run et va plus haut après chaque bull run, en tout cas pour le moment. Donc ici on a ces 3 pics et là on est en train d'expérimenter un pic absolument gigantesque, un pic qui va aussi haut qu'un pic de bull run, c'est-à-dire un pic où les gens se disent « Ouh là là, le Bitcoin monte aux étoiles, je suis en retard, j'aurais dû en acheter quand c'était bas, je suis bête, je vais en acheter maintenant parce qu'il va monter à 100 millions de dollars et donc du coup ce serait dommage de ne pas en acheter maintenant. » Pas de bol. Ils achètent au sommet du bull market, il y a un pic d'activité énorme sur la chaîne et puis après ça retombe comme un soufflet. Et on retombe à un niveau bien sûr bien plus élevé que le point bas précédent, mais ça retombe et l'activité sur la chaîne retombe également, mais elle retombe pas autant que le point bas précédent non plus, comme on peut le voir avec ce marché des frais. Donc du coup, ce pic n'est pas anecdotique du tout, il est gigantesque. Déjà, il monte de manière extrême et soudaine, encore plus soudaine que le précédent, et il monte super haut.
Donc, du coup, c'est le moment de casser des records, de pulvériser des records. Et le record qu'on a pulvérisé, eh bien, c'est un bloc. Alors celui-là, c'est pas le premier. Il y a plusieurs blocs dans lesquels c'est arrivé. Il y a des blocs qui ont eu des frais de transaction supérieurs à la récompense. Vous savez, chaque bloc Bitcoin donne une récompense aux mineurs. C'est la création monétaire sur Bitcoin. Il y aura 21 millions de bitcoins en tout, mais au début, il y en avait 0. Et puis dans le premier bloc, on en a distribué un petit peu aux mineurs, 50 en l'occurrence, etc. Et à chaque bloc, on distribue des bitcoins. Et tous les 4 ans, on divise cette récompense par 2. Et donc du coup, un jour, il y aura eu 21 millions de bitcoins de minés, et le dernier bitcoin aura été miné, et il n'y aura plus que les frais de transaction pour récompenser les mineurs. Mais comme vous le voyez sur ce graphe, les frais de transaction, là, à $200, c'est pas beaucoup, quoi. Donc, ça va pas forcément motiver les mineurs énormément. Donc, en attendant, le temps que le protocole décolle et que les frais décollent, comme on l'a vu, par bonds successifs, eh bien, on donne des bitcoins gratuitement aux mineurs, et c'est aussi l'occasion de distribuer les bitcoins qui se diffusent un petit peu à de plus en plus de gens, afin que la base monétaire circule et que tout le monde ait l'occasion d'en acheter. Et le plus tôt on rentre dans le protocole, et le plus on est récompensé, ce qui est une bonne chose puisqu'on prend aussi plus de risques. Bon, bref, ceci dit, en ce moment, on est à 6,25 bitcoins par bloc. Ensuite, on divisera par 2 dans quelques temps. Bref, et là, pour la première fois, on a eu plus de bitcoins distribués par les frais de transaction que par la récompense. C'est-à-dire que les frais sont montés à 6,5. Il me semble avoir vu des blocs avec plus de 7 bitcoins, alors que la récompense est de 6,25. Et ça, c'est historique. Et quelque part, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve que quand finalement le Bitcoin est très attractif, les gens sont prêts à payer, et à payer plus que les frais de transaction. Donc les gens qui disent oui, un jour, les frais diminuant, les mineurs vont fuir, parce qu'il n'y aura plus aucun intérêt à miner du Bitcoin, et donc du coup, ça sera plus intéressant. Alors, il faut savoir que pour l'instant, ça a été toujours plus intéressant de miner du Bitcoin, parce que malgré la diminution par 2 tous les 4 ans des frais, l'augmentation du prix du Bitcoin a fait que la récompense en dollars américains a toujours monté. Et donc du coup, vous pouvez voir qu'il y a toujours de plus en plus de mineurs. D'ailleurs, on peut regarder la courbe. Ça, c'est la difficulté de minage à travers le temps, et on voit que ça augmente toujours plus, et de manière quasiment logarithmique. Donc ça augmente de plus en plus vite. Donc oui, le minage est de plus en plus attractif en l'occurrence. Donc ce qu'on nous vend comme une catastrophe est en réalité une bonne nouvelle, puisque ça prouve l'hypothèse que les frais peuvent couvrir les coûts de sécurisation du réseau, à savoir les coûts de minage. Soit dit en passant, j'ai toute une théorie à ce sujet, mais ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo. Ici sur ce graphique, on a une autre manière d'observer ce phénomène. Sur le truc précédent, on avait l'impression que le pic de 2018 était égal au pic de 2021, mais ça ne prenait pas en compte la récompense du minage, et l'augmentation du prix du bloc plus la récompense de minage ont fait, vous voyez que la récompense pour les mineurs était bien moindre sur le cycle précédent que sur le cycle d'après, qui, on le voit, est beaucoup plus gros. Et donc ici, on voit qu'on n'est pas arrivé encore au sommet de 2021. Pourquoi ? Parce que le prix du Bitcoin ayant chuté et la récompense de minage étant fixe en Bitcoin, il n'y a pas de compensation, bien que les frais de minage
ont atteint le même sommet, eh bien la récompense de 6,25 bitcoins est moins intéressante quand le bitcoin est à 60 000 $ que quand le bitcoin est à 25-30 000 $, évidemment. Et donc du coup, c'est une autre manière d'observer ce phénomène que je trouve intéressante et que je voulais vous soumettre. Mais alors, pourquoi les frais de minage ont augmenté maintenant et un peu comment ça marche tout ça? Eh bien, je vais devoir faire un bref récapitulatif de comment fonctionne Bitcoin au niveau des frais afin qu'on démarre tous du même pied et qu'on comprenne un petit peu tous le phénomène pareil. Si vous connaissez super bien Bitcoin, peut-être qu'il faut passer à la section d'après. Bref, quand vous émettez une transaction sur la blockchain Bitcoin, vous devez payer des frais, ça d'accord. Mais comment sont-ils calculés? Eh bien, plus votre transaction est grosse, et plus vous devez payer des frais. Une transaction grosse, c'est pas quand on envoie un gros montant, c'est quand on envoie un gros paquet d'informations. Si vous devez inscrire, mettons, 200 octets sur la blockchain Bitcoin, c'est pas pareil que si vous devez inscrire 1 mégabit sur la blockchain Bitcoin. Donc plus vous devez inscrire de données en termes de taille de fichier informatique, plus vous devez payer. C'est vraiment la taille du fichier informatique qui rentre dans le calcul de Bitcoin. Il y a 2 sections dans un bloc, il y a la partie witness et l'autre partie, mais on ne va pas rentrer dans les détails. On va partir du principe que c'est purement proportionnel, peu importe ce qui arrive, parce que ça va nous suffire comme compréhension pour comprendre le phénomène qui se passe aujourd'hui. Donc, du coup, plus on envoie un gros fichier et plus on doit payer. Et il se trouve que la taille des blocs Bitcoin est fixe. Au maximum, c'est 4 mégabits. Alors, encore une fois, il y a la partie witness et l'autre partie. Elles ont toutes les deux une taille maximum et en réalité, même si on blinde le bloc au maximum, on arrive rarement à 4 mégabits par un jeu algorithmique un peu complexe. Mais retenez que si on bourre au maximum, on n'atteindra jamais plus de 4 mégabits par bloc. Et dans l'absolu, selon les transactions que les gens font, on est en général entre 1 et 2 mégabits par bloc en ce moment. Donc du coup, il y a un nombre maximum de transactions qu'on peut inscrire dans un bloc. Généralement, le maximum selon les transactions que les gens bricolent est entre 3000 et 4000, allez 4500 transactions par bloc, soyons fous, parfois peut-être même 4600, bref. Donc selon les transactions qu'on inscrit, selon à quel point elles sont grosses, eh ben, on peut en mettre plus ou moins dans un bloc et les blocs sont de taille fixe. Et aussi, les blocs, on n'en émet pas autant qu'on veut. On en émet un toutes les 10 minutes environ. C'est-à-dire que même si vous rajoutez 2 fois plus, 10 fois plus, 100 fois plus de mineurs, vous n'aurez pas plus de blocs. Vous aurez toujours un bloc toutes les 10 minutes. C'est une sorte d'horlogerie, quoi. Vous avez un bloc toutes les 10 minutes et c'est tout. Alors, parfois, vous avez un bloc... les blocs sont espacés de moins de 10 minutes parfois, et vous allez avoir 2 blocs d'affilée en 1 minute, extraordinaire. Puis parfois, vous allez devoir attendre une demi-heure entre 2 blocs. Ça, c'est du hasard, c'est, on va dire, les mineurs peuvent trouver plus rapidement ou moins rapidement la solution au bloc pour pouvoir les mettre sur la blockchain, mais en moyenne, si vous prenez sur 2 semaines, on va dire, vous allez atteindre 10 minutes entre chaque bloc. Donc c'est une moyenne. Et cette difficulté de minage est réajustée environ toutes les 2 semaines. Donc ce qui se passe, c'est que si vous ajoutez beaucoup de mineurs sur la blockchain, alors en effet vous allez miner pas mal plus de blocs, le temps va se réduire un petit peu, mais au bout de 2 semaines, paf, la difficulté va augmenter et vous allez retomber sur ces 10 minutes. Donc au bout d'un moment, si vous voulez ajouter des mineurs tant et plus, ça va pas
accélérer la blockchain Bitcoin. Ça va l'accélérer pendant 2 semaines maximum. Donc, et ça, il faut le faire tout à coup, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, dès que le minage a été réajusté, paf, vous ajoutez 2 fois plus de mineurs, et là, effectivement, pendant 2 semaines, vous allez avoir un bloc toutes les 5 minutes au lieu d'un bloc toutes les 10 minutes en moyenne. Donc, vous voyez que ajouter des mineurs, c'est pas ça qui va résoudre le problème du nombre de transactions dans Bitcoin. Bitcoin a été pensé pour avoir un bloc toutes les 10 minutes pour des raisons de sécurité. On va y revenir peut-être. Donc, finalement, le nombre de transactions qu'on peut faire en une journée, parce que ça se moyenne sur une journée, on va dire, eh bien, il est assez fixe, on va dire. Il est de 3-4 000 transactions toutes les 10 minutes, multiplié par le nombre de fois où il y a 10 minutes dans une journée. Donc, finalement, étant donné que le nombre de transactions par jour est assez fixe, eh bien, il y a... Comment on va faire pour sélectionner les transactions qui sont dans un bloc? Eh bien, il y a un système d'enchères. Et donc, du coup, vous allez dire, bah voilà, moi j'ai 200 kilooctets à inscrire sur la blockchain pour pouvoir inscrire ma transaction, et je suis prêt à payer 1 Satoshi par octet. Alors, si jamais il n'y a personne qui dit mieux, bah, votre transaction va s'inscrire dans la blockchain pour 1 Satoshi par octet. Comme vous allez chez le poissonnier, 30 € le kilo pour une sole, bah là c'est 1 Satoshi par octet. C'est un peu la même chose. Et puis, voilà, les blocs commencent à se remplir, etc. Et il y a une file d'attente qui est un peu aléatoire parce que tout le monde met 1 Satoshi par octet. Puis tout à coup, il y a un mec qui dit, allez, moi je mets 2 Satoshi par octet. Je suis un fou, je mets 2 Satoshi par octet. Et ben, il va passer en priorité. Tous ceux qui ont mis 1, ils vont devoir attendre, etc. Et puis les enchères montent, tout à coup c'est 3, 4, 5, 10, etc. Et donc du coup, quand il y a la crise du logement, quand il n'y a plus assez de place dans les blocs pour tout le monde, eh bien c'est au mieux disant, en termes de prix, que la priorité va se faire. Puis les autres vont devoir attendre qu'il y ait un peu moins de trafic. Donc si votre transaction n'est pas pressée, bah, vous mettez 1 Satoshi par octet et puis vous patientez. Et puis au bout d'un moment, quand il y aura moins de trafic sur la blockchain, et ben votre Satoshi va être le bienvenu. Les mineurs vont bien vouloir l'accepter et votre transaction va être inscrite sur la blockchain et tout vient bien se passer. Puis quand vous êtes pressé, bah là non, bah là faut payer le prix qu'on vous demande, le maximum de l'enchère, afin d'être sûr d'être pris dans le prochain bloc. Donc, un système d'enchères finalement. À l'heure où je vous parle, une transaction à peu près normale, elle coûte entre 6-7 $, et donc du coup, c'est un peu beaucoup en réalité, c'est même beaucoup. Et il faut savoir que pas cette nuit, mais la nuit d'avant, c'était monté jusqu'à 20-25 $. Bref, c'était fou. Et donc du coup, pourquoi ces transactions sont montées, ces coûts de transaction qui étaient de l'ordre de quelques centimes il y a encore pas longtemps, sont montés à 6-7 $, puis 25 $, puis maintenant 7 $, et pourquoi pas 25 $ cette nuit. Pourquoi? Eh bien, c'est à cause de 2 protocoles qui ont attiré énormément de monde. Ces 2 protocoles, c'est Ordinal et Stamps. Mais en réalité, c'est surtout Ordinal. En ce moment, Stamps, pas très utilisé. Il a eu petite heure de gloire un peu avant, mais ça n'avait pas énormément fait monter les frais. Mais là, vraiment, c'est Ordinal qui est en ligne de mire. On parlera peut-être de Stamps un peu plus tard. Donc Ordinal, c'est quoi? Eh bien, j'en ai fait 1 ou 2 vidéos, je sais plus, sur la chaîne, où je parle de Ordinal comme un truc qui permet d'inscrire des NFT dans la blockchain Bitcoin. C'est-à-dire que vous allez émettre une transaction et dans les données de cette transaction, dans les quelques kilo-octets que vous allez mettre sur la blockchain, eh bien, il va y avoir
il va être caché dans ces kilo-octets, il va y avoir une image, et si tout le monde se met d'accord sur comment aller décoder ces kilo-octets, eh ben, vous allez pouvoir inscrire une image sur une blockchain, et quelqu'un d'autre va pouvoir décoder ce truc-là et voir l'image. Donc du coup, votre image va être en quelque sorte pour toujours dans la blockchain Bitcoin, et pour cela, vous allez devoir payer un peu de frais. Et donc du coup, ce truc-là a fait sa vie, n'a pas finalement fait exploser les frais sur Bitcoin, mais là, il y a une sorte de deuxième mouture de ce protocole, où plutôt que d'inscrire des images dans la blockchain, on inscrit quelque chose qui est tout à fait différent, on inscrit des données, et ces données représentent un token ou des tokens, c'est-à-dire que le protocole ordinal a permis de mettre en ligne des images, et maintenant il permet de mettre en ligne des tokens. Et ces tokens, c'est quoi ? Pour l'instant, c'est des purs shitcoins, ça sert strictement à rien, c'est juste de la pure spéculation. Il y a machin qui va faire un token PP2Frog sur la blockchain Bitcoin, et puis les gens vont s'amuser à se les échanger pour toujours plus d'argent. Ça fait une sorte de pyramide de Ponzi. Vous connaissez bien ça. Il y en a à l'appel sur la blockchain Ethereum, il y en a à l'appel sur la Binance Smart Chain et sur les autres blockchains. Et ben là, ils viennent, les gens, faire la même chose sur la blockchain Bitcoin, et cet appât du gain, cette folie spéculative fait que les gens se disent « Ouais, moi, pour acheter mon PP2Frog ou pour acheter mon Ordi, puisque c'est Ordi, on va dire le token qui a été le plus en vogue jusqu'à maintenant, Ordi pour ordinal, je suppose, eh bien, pour s'échanger ces Ordi, les gens sont prêts à payer 20$. Ils se disent « Ouais, mais attends, si j'achète mon ordi et que mon espérance de gain, c'est 10 000$, j'en ai rien à faire de payer 20$ de frais et de passer devant tout le monde. » Et effectivement, passer devant tout le monde pour pouvoir spéculer sur un token avant les autres, eh ben, ça a vachement motivé les gens, et ils se sont mis à payer des sommes folles pour leurs transactions. Quand il s'agissait des images, ils avaient besoin de transmettre beaucoup de données, et donc du coup, ils étaient vachement freinés au niveau des enchères, parce que vous, quand vous émettez une transaction, vous émettez peu de données. Eux, quand ils émettent un NFT, un JPEG, ils émettent beaucoup de données, et donc du coup, comme c'est une multiplication, comme c'est à peu près proportionnel, alors en l'occurrence non, parce que les données sont inscrites dans la partie witness qui en réalité est moins chère, mais bon, bref, passons. Comme ils inscrivent beaucoup de données, ils payent vachement, donc du coup, ils ne peuvent pas se permettre de faire augmenter vachement les frais. Donc du coup, il y avait une compétition asymétrique au moment des NFT entre les gens qui émettaient des transactions normales Bitcoin et des gens qui émettaient des NFT. Du coup, les frais ne se sont pas envolés vers le soleil. Là, la compétition est tout à fait différente. Les gens qui émettent une transaction sur la blockchain Bitcoin et les gens qui émettent un shitcoin sur la blockchain Bitcoin, finalement, utilisent une quantité de données qui est comparable en termes de taille. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle émettre une transaction, si par exemple je veux vous envoyer 200€ sur la blockchain Bitcoin, je ne suis pas prêt à mettre 20€ pour pouvoir envoyer 200€. Alors que eux, pour spéculer sur leur shitcoin, et comme ils ont une espérance de gain vachement élevée, payer 20€, eux, ils s'en tapent. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle ça peut monter. En ce moment, par exemple, c'est à environ 7€. Et alors, on a envie de voir comment tout ça va évoluer, comment tout ça a évolué dans le temps, et éventuellement en déduire de comment tout ça va évoluer dans le futur. Et pour tout ça, on va regarder la mempool. Alors, la mempool, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept assez spécial. La mempool, c'est la file d'attente des transactions qui ne sont pas encore inscrites sur la blockchain. En fait, quand vous émettez une transaction sur la blockchain, quand vous envoyez des bitcoins à un pote, ce qui se passe, c'est que votre transaction n'est pas directement inscrite sur la blockchain. Elle est envoyée à des nœuds qui se l'échangent entre eux, et l'un de ces nœuds, ça peut être un mineur,
Et ce mineur, il va donc du coup mettre cette transaction quelque part en mémoire et il va essayer de construire un bloc avec. Et puis, s'il n'a pas de chance, c'est un autre mineur qui trouve avant lui. Et donc dans ce cas-là, il va essayer dans le bloc d'après d'utiliser votre transaction. En tout cas, si vous avez mis suffisamment de frais pour être dans la compétition, dans les enchères, il va essayer de mettre votre transaction dans le bloc d'après. Et puis au bout d'un moment, votre transaction va être diffusée à absolument tout le monde. Et finalement, tout le monde va l'avoir en mémoire, ce qu'on appelle le même pool. Pool, c'est un peu, si vous voulez, voilà, comme un bassin, voilà, et même c'est pour la mémoire. Donc il y a un bassin dans lequel se trouvent toutes les transactions, et on appelle ça le même pool. Donc c'est la file d'attente des transactions, si vous voulez. Et donc, du coup, en observant la file d'attente des transactions, c'est quelque chose qui est fascinant à observer parce qu'on peut, si vous voulez, en tirer plein de conclusions sur ce qui se passe dans les enchères de Bitcoin. Si vous voulez, la file d'attente des transactions, c'est un petit peu comme le carnet d'ordre sur la bourse ou sur un exchange crypto. C'est-à-dire, on sait combien les gens sont prêts à payer, et donc du coup, il y a tout un stock de transactions avec tout un tas de frais différents qui sont prêts à payer, et des notions quantitatives en face. Et donc du coup, grâce à cette même pool, on peut regarder l'état du réseau et où en est la folie spéculative et la folie de combien je suis prêt à payer pour émettre une transaction sur le réseau Bitcoin. Donc c'est très intéressant. Et d'entrée de jeu, je vais vous proposer deux graphiques qui, à mon avis, sont très parlants sur ce qui s'est passé. Voici le graphique de la mempool qui représente un peu la mempool. Il n'est pas facile à lire, donc je vais essayer de vous l'expliquer. Donc déjà, en bas, c'est le temps qui défile. Bon, ça, on a l'habitude quand même. Et en haut, c'est sur le côté, plutôt, c'est une quantité. Donc plus on va vers le haut et plus la mempool est pleine. Et voilà. Alors, il faut savoir que c'est mesuré en virtual byte et non pas en octet, on va dire. C'est en méga virtual byte, donc c'est pas du méga octet, c'est du méga virtual byte. Le virtual byte, c'est ce qui permet de mesurer une transaction comme les deux parties d'un bloc Bitcoin ne sont pas au même prix, eh bien, on trafique un petit peu pour que la taille de la partie qui est la moins chère, pour avoir un virtual byte, et donc du coup pour pouvoir compter le prix de la transaction un peu au kilo, quoi, hein, comme vous en avez l'habitude chez le boucher. Ensuite, les couleurs, et c'est là où ça se complique. Les couleurs, ça représente le prix. Vous voyez, la partie en rose, là, c'est ceux qui ont mis 1 ou 2 VSAT en prix. C'est ceux qui ont dit, allez, moi je vais payer 1 euro le kilo ma viande. Bon, voilà, c'est ceux qui sont vraiment pas pressés. Ensuite, plus on monte en couleur, et plus les gens sont prêts à payer cher. Mais attention, il y a une subtilité pour bien lire ce graphique, c'est que, on va zoomer un peu pour que ça soit plus simple, c'est que les couleurs, chaque couleur ne représente pas le même saut qualitatif. Vous voyez, au début, on passe de 1 à 2 à 2, 3, puis à 3, 4, puis à 4, 5. Bref, c'est des tranches. De 2, quoi. Hein. Bon, c'est des tranches de 1 même, on va dire. Et puis, plus on monte, et plus les sauts sont gros. Là, par exemple, 15-20, c'est une tranche de 5. Puis plus on monte, vous voyez, plus ça monte. Donc ensuite, c'est des petits sauts de 10, puis des sauts de 25, puis des sauts de 50. Donc il faut faire attention, c'est pas vraiment logarithmique, mais il y a un côté, ça monte de plus en plus vite pour pas qu'il y ait 50 milliards de couleurs non plus, quoi. Alors là, c'est très intéressant puisque finalement, Ordinal a commencé fin janvier, début février, et là on voit premier bloc de première envolée des prix sur la blockchain Bitcoin, puis c'est retombé, puis un deuxième engouement
qui a été bien plus majeur, et puis c'est retombé à nouveau. Et donc du coup, ça correspond à la première vague de NFT, on va dire les gens les plus geeks, quoi. Et puis la deuxième vague, ça a correspondu à, ensuite c'est retombé parce que les gens se sont dit, bon, bah voilà, j'ai minté mon petit NFT avec Ordinal, j'ai essayé le protocole, c'était rigolo, mais au final, je m'en fous. Et on voit que les gens ont payé dans la zone rose. Et la zone rose, là, vous pouvez le voir sur le tableau à la droite de l'écran, ça correspond à 1 ou 2 Satoshi en termes d'enchères. Alors, il y a eu un petit peu plus d'enchères qui se sont mises, mais guère, hein, vous voyez. Et finalement, la plupart des gens qui ont minté des NFT à l'époque, ils ont choisi de payer 1 ou 2 Satoshi pour rigoler en termes de prix au kilo, on va dire, hein, si on reprend la métaphore du poissonnier. Donc, ils se sont dit, allez, 1 ou 2, ça va, je vais dépenser je vais dépenser un petit peu de Bitcoin pour m'amuser, pour essayer de mettre un NFT sur la blockchain, et puis voilà. Et puis ensuite, il y a eu l'arrivée des barbares, hein, comme dirait ce bon Stéphane Edouard, en référence à la théorie d'un auteur italien. Et donc, du coup, c'est des gens qui, eux, ont voulu utiliser cette fameuse hype des NFT Bitcoin, et eux, ils sont beaucoup moins patients et ils veulent aller dans la spéculation, le machin, le truc. Et donc, rapidement, ils ont été prêts à payer 2 ou 3 Satoshi, puis 3 ou 4, puis 4 ou 5, et puis ensuite, voilà, ça augmente jusqu'à des prix allant jusqu'à 30. Mais vous voyez qu'en ce moment, on est aux alentours de 169 et on paye 6 €. Donc 30, c'est environ 5 fois moins. Donc on était allé un petit peu au-dessus de 1 € par transaction. Donc la folie était montée bien haute, mais finalement, elle est redescendue bien vite. Et d'ailleurs, j'aime bien mettre ce graphique en parallèle avec la taille des blocs. Vous voyez ici clairement la première vague et ensuite clairement la deuxième vague. Mais globalement, vous voyez une grande tendance baissière sur la taille des blocs. Alors, c'est très intéressant de le voir, ça aussi. Cette première montée radicale, effectivement, c'est ces gens qui payaient 1 Satoshi par V-Byte, et donc du coup, ils se sont offerts à peu de frais beaucoup d'espace sur la blockchain. Et puis la deuxième phase, la phase un petit peu plus maniaque, ils se sont offerts finalement moins d'espace sur la blockchain pour beaucoup plus cher parce que ils ont beaucoup plus surenchéri. Donc finalement, quand la masse arrive, là c'est les gens très éduqués, les gens très techniques, là c'est les gens moins éduqués, moins techniques, et donc du coup on voit que quand la masse arrive, finalement les mécanismes d'enchère, donc de régulation du protocole, fonctionnent parfaitement bien, et ils sont moins efficaces finalement que des gens super éduqués, quoi, et moins nombreux. Mais bon, bref, finalement, collectivement, il y a ça qui se passe, et on voit que c'est retombé, et donc du coup, on voit retomber la chose. Et là, pour le pic en ce moment, on ne voit pas monter au sommet la chose. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, sur ces 2 pics-là, c'était des NFT, donc des trucs un peu plus volumineux. Et là, en ce moment, c'est des shitcoins. Et donc, du coup, les shitcoins, c'est quelques octets où vous mettez le nom de votre shitcoin, la quantité. Enfin bon, c'est quelques petites informations comme ça. Ça va pas chercher bien loin en termes de taille. Et donc, du coup, effectivement, ça ne fait pas monter la taille des blocs. Donc, c'est intéressant. Maintenant, il y a un deuxième truc qui est intéressant, je trouve, c'est de voir comment les enchères se font. Et c'est vraiment par couches successives. C'est-à-dire qu'on peut revenir ici, on voit que
la couche vraiment très chère, elle est fine. Et à partir du moment où vous avez cette petite fine couche de transactions très chères qui se crée, on peut enlever la couche rose pour mieux le voir, et bien à partir du moment où vous avez cette couche fine finalement de transactions qui se met, et bien tous les gens qui postent des transactions normales à seulement 1 Satoshi par V-byte juste en dessous, ont l'opportunité de grossir parce que comme c'est un système d'enchères, bah, elles ne sont pas touchées, et comme elles ne sont pas touchées, et ben, elles grossissent. Donc du coup, la courbe rose grossit tant qu'elle est protégée par la couche des gens qui font de l'enchère par-dessus. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux, c'est-à-dire que la courbe violette ne peut grossir que tant que la courbe du dessus existe bel et bien. Donc on va mettre la courbe violette seulement, vous voyez, la courbe violette peut grossir que quand la courbe du dessus existe. Et dès que la courbe du dessus est consommée, paf, la courbe violette diminue. Et voilà un petit peu le premier truc qu'on peut dire, qu'on peut constater qui est consubstantiel au système d'enchères. Vous voyez ici, dès que la courbe verte a été terminée, là on aurait pu croire que ça allait continuer à monter jusqu'à les étoiles, mais non, finalement la courbe verte a été terminée et très rapidement toutes les couches du dessus se sont cascadées, on est tombé. Là les gens se sont dit tiens, regain d'intérêt, mais finalement c'est tombé quoi, c'est tombé comme un soufflet. Maintenant, ce qui s'est passé là, c'est de nature tout à fait différente. On n'a pas eu une accumulation qui s'est passée de la même manière. Les enchères sont montées pour la première fois du protocole très vite et très haut. Très vite et très haut. Là, on voit une espèce d'arc-en-ciel assez fantasmagorique. Ça a démarré le 25 doucement, vous voyez, on était toujours sur des frais normaux, mais les couches du dessous se sont accumulées parce que les couches du dessus étaient suffisamment toujours assez épaisses et donc on n'allait jamais les réduire. Donc les gens ne faisaient pas gaffe, ils voyaient que les frais étaient à peu près hauts, mais ils se disaient oh, c'est un petit pic passager, et paf, ils postaient leurs transactions à 1 ou 2 Satoshi, 2 ou 3 Satoshi, 3 ou 4 Satoshi, sans vraiment faire gaffe, et donc du coup, ces petites couches-là se sont accumulées. Et puis, les couches du dessus étant toujours plus en compétition elles-mêmes également, hein, on peut enlever les couches du dessous pour le voir, et voilà, elles étaient toujours en compétition, et petit à petit, les gens qui étaient dans le bleu, là, ils disaient « Oh, ma transaction shitcoin, elle passe pas aussi vite qu'elle devrait, je vais augmenter. » Et donc, il y avait un système d'enchères qui se mettait, voilà, et ça rebondit, et plus ça rebondit, et plus on continue de voir des couches toujours plus chères s'accumuler. Aux alentours du 1er mai, la couche verte s'établit. Aux alentours du 4 au soir, ou on va dire du 5 après-midi, la couche jaune est définitivement établie. Puis la couche orange très rapidement, puis la couche grise, puis la couche rouge. Donc la couche rouge, là, on commence à monter à 100, 125, 150. Donc là, on commence à monter de 25 en 25. Puis la couche, on va dire, bleu foncé. Et la couche bleu foncé, là, c'est vraiment quand les frais deviennent délirants, 200, 250. C'est vraiment la phase maniaque, on va dire. Donc, moi, je considère que quand on est au-delà de 70-80, quand on regarde ici, ou même la couche orange, 60-70, c'est vraiment plus des gens qui veulent... c'est soit une part très très minoritaire de gens qui sont très pressés pour faire pour faire une transaction dont ils ont besoin, ils sont prêts à payer les fameux 7-8 $, mais c'est plus des vrais... Mais la plupart des gens qui se trouvent dans ces couches-là, c'est des gens qui veulent participer à cette histoire de shitcoin, ou alors des gens très très pressés mais qui sont minoritaires.
Et donc du coup, je considère que si on enlève toutes les couches, on va dire un petit peu de gens qui n'ont pas fait gaffe et qui ont mis une transaction en espérant qu'elle passe, mais qui n'ont pas bien compris ce phénomène d'enchère et ce qui est en train de se passer avec ces fameux shitcoins BRC20, quand on enlève tout ça, on obtient ce graphique. On obtient vraiment, voilà, première phase maniaque qui est retombée, et puis petit à petit, une phase maniaque qui s'installe, quoi. Et cette phase maniaque qui s'installe, on a meilleur compte de la regarder en une semaine. Et quand on zoome dessus, on voit que effectivement, les choses s'accumulent de plus en plus jusqu'au 9 mai dans la soirée. Donc hier soir, il y a vraiment une tendance haussière. Alors évidemment, ça fait des bosses qui retombent, mais il y a une tendance vachement haussière. Et puis, je dirais que depuis le 9 mai à 2h45 du matin, eh bien, depuis ce moment-là, ça retombe. On a finalement détruit les couches vertes, détruit les couches bleues. Maintenant, on est dans les couches violettes, on va dire. Et donc, du coup, ça retombe. Donc, ça veut dire finalement que l'attrait pour la spéculation des gens qui achètent des BRC20 est en train de retomber, est en train de s'émousser. À chaque fois qu'il se passe un événement majeur comme ça sur Bitcoin, eh bien on apprend tout un tas de trucs. J'ai vu ici et là sur Twitter ou ailleurs des gens dire oui, c'est un spam, c'est une attaque de Bitcoin afin de faire tomber le réseau, etc., etc. Bon, si des gens ont essayé de faire tomber le réseau de cette manière, ils ont été drôlement mal renseignés. Ils auraient dû prendre des renseignements chez quelqu'un qui maîtrise un petit peu la technologie parce que c'est un coup d'épée dans l'eau. En effet, tout ce qu'ils peuvent réussir à faire en postant autant de transactions, ce n'est pas de faire tomber l'infrastructure, ce n'est pas de détruire des nœuds du réseau Bitcoin, c'est juste de faire monter les frais temporairement. Et ça coûte cher, ça coûte même très cher. Toutes les 10 minutes, il va falloir repayer car vous l'avez constaté, la même pool se vide à chaque bloc de 3000, 4000 transactions. Donc il faut faire 3000, 4000 transactions coûteuses pour pouvoir faire augmenter le prix, et ce, toutes les 10 minutes. Combien ça coûte exactement ? Bah là, on l'a vu. Ça leur a coûté 6 bitcoins, allez, 6 bitcoins toutes les 10 minutes. Quand le bitcoin est à 20 000 $, ça fait déjà 120 000 $. Quand le bitcoin est à 30 000 $, ça fait 180 000 $. Qui peut dépenser 180 000 $ toutes les 10 minutes pendant très très longtemps ? Bah, peut-être un gouvernement, peut-être un groupe privé extrêmement riche, peut-être tout simplement des gens voilà, qui s'organisent pour faire un Ponzi, bon, pourquoi pas ? Mais ça a des limites. 180, allez, on va dire même 150 000 $ toutes les 10 minutes. Bon, on voit qu'à la fin de la journée, il va falloir lâcher un gros billet. Alors vous allez me dire, quand vous avez la planche à billets, vous vous en foutez. Oui, mais si vous avez la planche à billets et que vous faites ça, ben vous devez acheter 180 000 $ de Bitcoin toutes les 10 minutes, acheter 180 000 $ de Bitcoin toutes les 10 minutes. Au bout d'un moment, ça va faire monter le prix du Bitcoin, donc ça va faire augmenter votre facture. Vous voyez, vous avez un côté inexorable, parce que si jamais vous achetez énormément de Bitcoin pour pouvoir payer vos frais de transaction, pour pouvoir faire monter le prix des frais de transaction de Bitcoin, vous faites monter le prix du Bitcoin. Et donc du coup, c'est plus 180 000 $ toutes les 10 minutes, mais peut-être 200, puis 250, puis 300, puis 400, etc. À la fin, vous ne s'en sortez pas. Ou alors, il a fallu accumuler des Bitcoins quand il était pas cher pour préparer une attaque. Enfin bon, bref. Évidemment, ça va coûter cher, quoi. À coup de 6 Bitcoins toutes les 10 minutes, vous avez intérêt d'être une sacrée baleine pour durer dans le temps. Et donc, du coup, une sacrée baleine qui achète, bah, ça fait monter le prix. Et cet argent se redistribue sur les mineurs. Bref, j'aurais tendance à dire que non, ce n'est pas une attaque. J'aurais tendance à dire que non, ce n'est pas une attaque, parce que sinon, ça aurait été une attaque particulièrement stupide. Le réseau Bitcoin a été pensé justement pour que ce genre d'attaque ne puisse pas avoir lieu, pour que économiquement ça ne tienne pas la route. Et d'ailleurs, économiquement, ça ne tient pas la route.
J'ai entendu dire aussi, notamment dans le live, le Twitter Space de découverte Bitcoin, quelqu'un qui était persuadé que on sous-estime la folie des shitcoiners, que les frais de transaction Ethereum sont extrêmement élevés, et ceci depuis très très longtemps, et que donc du coup il est possible que ce même phénomène se reproduise sur Bitcoin. Alors pour l'instant, dans l'état actuel des choses, la manière dont Ordinal fonctionne, ça risque pas d'arriver. Pourquoi ? Parce que sur la blockchain Ethereum, ce qui fait principalement monter les frais de transaction, c'est Uniswap, les swaps. Et en fait, vous ne pouvez pas faire de Uniswap pour l'instant via le protocole Ordinal. En fait, protocole Ordinal, il faut le voir un petit peu comme une layer 2 de Bitcoin. Les no-Bitcoin, les shitcoins Ordinal ou les NFT Ordinal, pour eux, c'est juste de la donnée qu'ils ne savent pas interpréter, du moins le logiciel Bitcoin n'interprète pas particulièrement ces données. Il y a quelqu'un qui a voulu mettre ces données, bon, très bien, il a payé, ok, on les met, voilà. Mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de smart contract par-dessus. Par exemple, moi, je ne peux pas, sur la blockchain Ethereum, je ne peux pas créer des USDT à partir de rien. Sur la blockchain Bitcoin, je peux écrire absolument n'importe quoi. Et donc, du coup, la blockchain Ordinal doit, en dehors de Bitcoin, enfin, la blockchain, c'est pas une blockchain, les utilisateurs d'Ordinal, si vous voulez, en dehors de Bitcoin, doivent lire ce qui se passe sur Bitcoin et se dire « Ah oui, il y a eu telle transaction, après il y a eu celle-ci, etc. Donc, ça veut dire que lui attend de tel token, etc. » Vous voyez, il n'y a pas de processus automatisé. On pourrait imaginer créer une autre blockchain ou un autre logiciel par-dessus Ordinal pour interpréter ces données, mais c'est une sorte de layer 2. Et si vous voulez faire un swap, vous allez devoir émettre des transactions sur le layer 1, mais les calculs relatifs à ce swap ne peuvent pas être faits sur la blockchain Bitcoin, car la blockchain Bitcoin, a priori, à moins qu'on trouve une astuce pour le faire, pour l'instant ne permet pas de faire ça. Et ma conviction est qu'elle ne permettra jamais de faire un Uniswap directement sur la layer 1. Bref, tout ce qu'on peut faire, c'est poster des transactions pour dire machin a envoyé tant de coins à machin a créé tel token, etc., etc. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que c'est extrêmement pas efficace et pas pratique de faire ça sur la blockchain Bitcoin. Et donc du coup, j'ai l'impression que les gens vont plutôt, ceux qui veulent en tout cas faire des Ponzi, des shitcoins, etc., etc., pourquoi pas, ils ont tout à fait le droit de le faire. Moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve ça amusant que des gens se fassent ça, pourquoi pas. Et bon, bref, ils font ça. Ils ont, à mon avis, meilleur intérêt de le faire sur une autre blockchain, comme par exemple la blockchain Polygon ou la blockchain Binance Smart Chain, là où les frais sont pas chers, où il est facile de créer des nouveaux tokens, etc., etc. Sur la blockchain Bitcoin, les frais sont chers, il n'y a pas vraiment de smart contract, ils peuvent se faire avoir par le site internet sur lequel ils achètent, etc. C'est compliqué. D'ailleurs, regardons un petit peu comment ça se passe dans la pratique. Dans la pratique, il faut aller sur des sites internet un petit peu obscurs. Alors déjà, il faut les connaître. Donc vous avez brc20.io et vous avez Unisat, qui sont les deux sites jusqu'à hier, je dirais, les plus utilisés. Unisat.io. Alors, BRC20, il ressemble un peu à CoinMarketCap. Vous pouvez voir la liste des tokens, du plus capitalisé au moins capitalisé, les volumes qui se sont échangés sur les 24 dernières heures, les prix qui montent et qui descendent, etc. Bon, vous connaissez un petit peu, j'imagine. Et donc, du coup, quand on clique sur un token, on peut voir à peu près le graphique de son prix. Donc là, on voit que ça monte pas mal, hein, et c'est ça, finalement, qui attire les gens. Et si vous cliquez sur Market, vous allez voir les sites sur lesquels on peut échanger. Donc jusqu'à hier, vous aviez Ordinal Wallet, BRC20 machin, là, donc le site sur lequel on est, qui propose aussi une marketplace tout à fait obscure. Enfin bon, bref, là vous avez des liens.
Et puis vous pouvez faire des trucs, enfin bon, bref. C'est compliqué et pas très intéressant à mon avis. Et donc du coup, vous voyez qu'il y a des tokens qui arrivent, le Ordi, le PP. Alors c'est pas du tout le même PP hein, dont on a parlé dans la presse il y a une semaine ou deux. Le Pizza avec un seul Z. Hein, bon, voilà des trucs qui arrivent. Des wizard tokens, des machins, bon bref, et donc du coup, celui où il y a le plus de volume, où il se passe vraiment des trucs, c'est le Ordi, effectivement. Et donc du coup, quand on clique sur le Ordi, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir Market et d'aller voir là où il y a des échanges qui se font. Alors, j'ai un screenshot qui date de hier, il va falloir que je le trouve. Et donc hier, voici ce qu'on voyait. On voyait qu'il y avait eu 4 millions de dollars d'échanges sur Unisat sur les dernières 24 heures. Et il y avait Gate.io qui venait de rentrer dans la course. Gate.io qui était le premier exchange centralisé qui venait permettre d'échanger du Ordi. C'est incroyable, quoi. Et donc du coup... vous aviez aussi Ordinal Wallet, là aussi l'interface est absolument difficile à comprendre. Et sinon, il paraît que le meilleur, le plus simple à comprendre, c'était Unisat. Et donc là, vous pouviez faire des trucs, mais je vous avouerai que moi-même, j'ai pas fouillé plus que ça parce que j'ai pas tellement envie de trader du Ordi. Ce que je sais par contre, c'est que ces différents sites internet ne sont pas d'accord entre eux pour savoir qui a quoi comme token. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur la blockchain Ethereum, on n'est pas sur la blockchain Binance Smart Chain, il n'y a pas de smart contract. Chaque site est libre d'interpréter un petit peu comme il veut les choses, quoi. Et donc du coup, vous pouvez émettre des transactions, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, et puis tel site considérera que oui c'est bon, l'autre site pas tout à fait, parce qu'ils n'interprètent pas les choses exactement de la même manière. Peut-être un des deux qui a raison, mais en attendant, bon, peut-être vous avez vos tokens, peut-être vous n'avez pas vos tokens, enfin bon, c'est quand même un sacré bordel. Et donc du coup, il y a fort à parier que les gens vont préférer aller sur les plateformes centralisées comme par exemple Gate.io. Et alors qu'est-ce que je constate aujourd'hui à ma grande surprise? Là, je constate que Gate.io a disparu de cette liste. Alors je ne sais pas si il liste encore le Ordi, vous pourrez aller vérifier. Mais Crypto.com, lui, rentre dans la guerre, rentre dans la bataille et pour l'instant, son volume 24 heures est de 72 millions de dollars. Et hier matin, il avait 0. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Et si je compare au volume d'hier, au tout cumulé, on avait 6 millions de dollars à peu près. Là, on en a 72 et juste sur ce site-là. Et Gate.io, par contre, a disparu de la liste. Mystère, je ne sais pas pourquoi. Bref, quoi qu'il en soit, on voit que ça y est, le shitcoiner est retourné dans son environnement naturel, à savoir les exchanges centralisés, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Aussi et surtout, je voulais vous montrer un truc quand même assez inquiétant. Ici, on peut voir le nombre de gens qui possèdent de l'ordi. Alors aujourd'hui, c'est 8800. Hier, c'était un peu moins, mais à peu près du même ordre. Et on voit que la market cap est à environ 500 millions de dollars, comme on peut le constater ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en moyenne, le possesseur de ordi a 62 000 dollars de ordi. Donc vous vous rendez bien compte que quand on passe d'un marché qui a environ 6 millions de volume à un marché qui a environ, je sais pas, même là, 197 millions de volume, dont la plupart ou au moins la moitié se font sur de l'exchange centralisé, la Tabit, je suis prêt à vous parier que c'est de l'échange centralisé aussi, on peut aller voir, même si je ne connais pas ce site. Allez hop, c'est un échange centralisé ou pas, j'en sais rien. Je peux pas vous dire. Mais à mon avis, c'est un échange centralisé, peu importe. Quoi qu'il en soit, on passe de trucs très difficiles à utiliser à des trucs qui ressemblent beaucoup plus à des échanges centralisés, peu importe ce que c'est. Et le volume explose.
le volume explose, le prix explosait avant que ces échanges arrivent, et donc du coup, vous allez avoir tout un tas de gogos qui vont vouloir monter dans le train. Donc on passe de 6 millions à 197 millions. Effectivement, il y a tout un tas de gogos qui veulent monter dans le train. Et pourtant, le prix n'a pas énormément augmenté. C'est-à-dire que hier, il était, moi quand j'ai regardé, à 24 $. Là, il est à 21 $. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces 8000 holders, là, qui sont peut-être pas 8000 personnes différentes, c'est peut-être 8000 wallets, mais c'est peut-être moins de personnes. Peut-être qu'ils ont fait artificiellement monter le prix en se les échangeant pour des sommes absolument astronomiques, en ayant derrière soit l'espoir, soit en étant concerté avec différents petits exchanges, Get.io, c'est pas si petit que ça, et Crypto.com non plus. Et finalement, il y a un listing qui se fait, et hop, ils vident leur bag sur des naïfs. Là, pas mal leur bag, hein, il y a quand même 200 millions de dollars de volume qui se sont faits. Donc ça se trouve, c'est une super opération. Après, 200 millions de dollars, on se rappelle, ils dépensaient quand même en trading, juste en frais de transaction, dans les 100 000, entre 100 000 et 200 000 dollars de frais de transaction toutes les 10 minutes. Donc, ils sont pas encore dans leurs frais, à mon avis, les mecs. Mais bon, si ce volume continue encore pendant des heures et qu'ils larguent leur bag et qu'ils n'ont de cesse de larguer leur bag en faisant des pump and dump, peut-être qu'ils vont rentrer dans leurs frais. En tout cas, ça me semble délirant. Bref, quoi qu'il en soit, peut-être que c'est absolument un phénomène naturel qui s'est déroulé comme ça, peut-être que c'est une concertation de la part de shitcoiners professionnels qui ont monté un coup pour arnaquer des gogos, ou peut-être pas, je sais pas. Quoi qu'il en soit, maintenant, tous ces sites-là, BRC20, Unisat et tout ça, c'est bien trop compliqué à utiliser. À mon avis, les gens vont simplement aller sur Crypto.com, et d'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Apparemment, les gens vont sur Crypto.com. Get.io, je ne sais pas pourquoi il a disparu, mais peu importe. Et donc, du coup, il y a fort à parier que, tout simplement, sur la blockchain, on voit les frais chuter petit à petit, et que finalement, voilà, ça se calme, les trades sur Unisat et sur je sais pas quoi. L'intérêt pour des shitcoiners de trader directement sur la blockchain, c'est d'être un petit peu plus discret au niveau du fisc et au niveau des autorités finalement. Donc, si on veut quand même prendre l'argent des gens qui savent pas trop bien utiliser la blockchain, etc., mais qui sont prêts à faire des paris risqués sur des échanges centralisés, eh bien, il n'y a pas le choix, il faut passer par des échanges centralisés. Donc, tout ça, de toute façon, est on-chain. Si un jour, il y a la police qui s'intéresse à ce genre de phénomène, les gens sont allés sur une blockchain transparente et se feront gauler instantanément. Donc, force à eux, j'espère qu'il n'y a rien d'illégal et de trop visible qui s'est tramé dans cette opération qui a duré quelques jours et qui va continuer peut-être à durer encore un peu. Tiens, regardons où en est notre fameuse couche de frais de transaction. Et on voit que voilà, ça vivote un petit peu au-dessus du violet pour le moment. Autre chose que j'ai beaucoup entendu, on m'a dit oui, Bitcoin a failli. Finalement, Bitcoin, c'était l'espoir pour les gens des pays sous-développés d'échapper à leur système bancaire ou je sais pas quoi, et donc du coup à s'échanger entre eux sur un réseau, etc. Et là, avec des frais de transaction à $20, franchement, c'était pas viable. Et donc, du coup, ça prouve bien que Bitcoin, ça marche pas. Moi, j'ai envie de leur répondre deux choses. Déjà, c'est dans vos têtes que Bitcoin a été créé pour l'Afrique ou les pays sous-développés à la base. C'est pas forcément pour ça, c'est pas forcément à ça que ça sert. Et d'autre part, il faut être très utopique et très naïf pour penser que toute la planète, que
des milliards d'individus vont pouvoir se contenter de seulement 4000 transactions toutes les 10 minutes. C'est pas comme ça que ça va se marcher. Ça va marcher. Donc effectivement, la couche 1 de Bitcoin ne suffira pas à servir toute la planète. Et ça, on le sait, et on le sait depuis longtemps. Et c'était même la première personne qui a répondu à Satoshi Nakamoto de manière publique quand Satoshi a proposé son white paper de manière publique, il lui a dit je pense que ça va pas suffire pour servir l'ensemble de l'humanité ton truc. Et il le savait dès le début. Mais depuis, nous avons une surcouche qui s'appelle Lightning Network. Et Lightning Network, pendant tout ce bazar là, pouvait permettre quand même de faire des transactions à très 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 faible coût pour quelques satoshi. Vous pouviez faire des transactions et c'était pas un problème. Donc du coup, l'une des leçons de cette expérience, c'est que il faut avoir votre propre nœud, être souverain sur votre Bitcoin et avoir votre propre wallet Lightning Network éventuellement sur vos propres nœuds. Ça, c'est vraiment le top du top. Moi, je vous engage à apprendre à faire ça. Pour apprendre à faire ça, vous pouvez aller chez Découverte Bitcoin. Eux, ils ont des tutos à plus savoir qu'en faire. Si jamais vous avez la flemme ou vous n'êtes pas technique, bon, c'est dommage d'avoir la flemme, si jamais vraiment vous n'êtes pas technique et que tout ça vous fait vraiment extrêmement peur, commencez à utiliser le réseau Lightning Network via un wallet custodial. C'est vraiment pas terrible, mais c'est vraiment mieux que de ne pas l'utiliser du tout. Alors, une toute petite partie de vos bitcoins, celle que vous êtes susceptible de dépenser entre amis ou peu importe, ou quand vous achetez un truc sur un site qui accepte Bitcoin. Là, je vous renvoie vers le groupe Telegram et sortie de banque. On pourra le partager aussi. Là, le mec partage des réseaux alternatifs pour dépenser ses bitcoins et ses Monero. Donc, pour l'utiliser comme monnaie. Si jamais on veut que Bitcoin soit utilisé comme monnaie, et c'est effectivement l'objectif de ce réseau, et non pas d'être une réserve de valeur seulement, c'est un réseau neutre et indépendant politiquement, eh bien, il faut utiliser pour les transactions du quotidien, pour acheter un café, un abonnement, un VPN, peu importe quoi, une formation sur Internet. Ça m'est déjà arrivé d'acheter une formation sur Internet en Bitcoin, en Lightning Network. En l'occurrence, non. La formation était pas... Si, la formation était en Lightning Network. Bref, à chaque fois que vous voulez acheter un truc, il faut utiliser le Lightning Network. Les transactions sur la Layer 1 de Bitcoin, c'est quand on n'a pas le choix déjà, et c'est pour ouvrir et fermer des canaux Lightning. Et aussi et surtout, c'est pour éventuellement les très grosses transactions. Lightning est adapté pour les petites transactions, le Layer 1 est adapté pour les grosses transactions. Et je vous rappelle une chose, on est monté à 10 balles, 6 balles, 25 balles par transaction. Est-ce que c'est cher ? Ben non, c'est pas cher. Si vous faites un virement international, par exemple, moi je fais il n'y a pas très très longtemps un virement international entre Hong Kong et l'Amérique du Sud, ça m'a coûté 50 balles et la personne qui a reçu la transaction, ça lui a coûté 10 balles ou je sais pas quoi. Parce que moi je paye des frais et la personne qui reçoit paye des frais aussi. Donc au final, ma transaction, qui était une transaction pour payer un prestataire en Amérique du Sud qui a fait un travail de design, etc., ce prestataire, j'ai envoyé 5000 $, j'ai dû payer des frais, lui, il a pas reçu l'argent que j'ai envoyé, il a reçu un petit peu moins parce qu'ils ont pris des frais aussi de son côté. Donc Bitcoin reste moins cher, si vous voulez, en termes de frais, tout simplement. Pour l'instant, il y a de la volatilité, etc., etc. Bon, bref, il y a plein de problèmes qui font que c'est pas encore idéal, mais ça reste quand même moins cher. Donc, sur les frais, c'est comme ça. Donc, les gens des pays sous-développés, etc., bah, il fallait qu'ils utilisent Lightning Network. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une autre leçon, on va dire,
de cette explosion de frais, de gens qui n'étaient pas prêts ou qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas encore passés à Lightning Network, etc., etc., c'est qu'il faut voir finalement, et ça c'est dans le space, Twitter Space de découverte Bitcoin, que l'idée était évoquée par Roxy et que je la trouve excellente. D'ailleurs, il n'a pas filé la métaphore, mais je pense qu'on peut filer cette métaphore. Eh bien, on peut voir le marché des frais de transaction on peut voir les frais de transaction sur Bitcoin un petit peu comme un marché des commodities, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un marché des matières premières, avec des cycles. Vous savez peut-être, ou vous ne le savez pas, que ce soit le blé, que ce soit le gaz, que ce soit le charbon, que ce soit le pétrole, peu importe, toutes les matières premières, eh bien, il y a des cycles comme ça, il y a des moments où c'est cher, des moments où c'est pas cher, des moments où c'est cher, des moments où c'est pas cher. Bref, il y a, en gros, quand il y a pénurie, le prix augmente, un petit peu comme quand il y a la crise de l'immobilier dans les blocs Bitcoin, le prix augmente. Et puis, quand le prix a vraiment beaucoup augmenté, généralement, dans le marché des commodités, ce qui se passe, eh bien, c'est que des investissements, soit la consommation baisse et donc du coup, on a moins besoin d'acheter, donc du coup les prix redescendent. Soit il y a des investissements qui sont faits grâce aux profits énormes, et donc du coup, on est capable de produire plus, et donc du coup de servir la demande, et donc du coup les prix baissent aussi. Donc il y a des cycles comme ça qui se passent dans les marchés des commodités, et ce qui est assez intéressant, c'est que dans finalement les frais de transaction sur Bitcoin, on voit des cycles comme ça, où ça monte, ça descend, vous avez vu, il y a des rebonds. Et ces cycles, en fait, ressemblent à un marché de la matière première. Et l'idée, quand il a prononcé cette phrase, l'idée que j'ai tout de suite eue en tête, et je me suis dit finalement, dans le marché des matières premières, l'un des instruments financiers très utilisés, c'est le contrat à long terme, le contrat futur, comme on dit. C'est-à-dire que les gens prennent des contrats à long terme avec des producteurs pour payer leur truc à un certain prix fixe, et qui va très bien au producteur et qui va très bien à l'acheteur, et il dit, voilà, moi je t'achèterai ton blé dans un an à tel prix, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord, et le producteur vend, et tout va bien. Et en général, ça c'est organisé par un marché financier avec des contrats qu'on dit futures, et donc du coup, ensuite les contrats se vendent, etc. Enfin bon, bref, il y a toute un arsenal financier qui se met autour de ça, mais le but, c'est que effectivement les producteurs et les consommateurs, si le producteur est obligé de vendre super cher parce que, je sais pas, il y a une sécheresse ou je sais pas quoi dans son blé, ou de la grêle, etc., il a beaucoup moins de blé, donc du coup le blé est rare, donc du coup le blé devient super cher tout à coup, la personne qui a acheté le contrat à terme, se fait avoir, hein. Et puis si jamais, ça dépend du quel côté du trade il est, quoi. Puis l'inverse aussi, et il y en a un des deux qui se fait avoir et un des deux qui fait beaucoup d'argent, selon du côté du trade où on est. Donc du coup, c'est à ça que sert la spéculation de matières premières, finalement, à ce que le producteur finalement se retrouve pas à poil en cas de problème, ou alors que l'acheteur ne voit pas ses prix exploser finalement, et qu'il y a quelqu'un qui sert d'assurance. Et je me dis que finalement dans le marché, qu'un jour peut-être il y aura un marché des frais Bitcoin avec des contrats à terme sur les frais de Bitcoin, et donc du coup vous pourrez dire, moi je veux payer 15 VSAT, peu importe le prix du cours, qu'il soit à 1 ou qu'il soit à 50, et la personne prendra le risque du trade pour vous, et il y aura peut-être un marché des commodités à terme sur Bitcoin. Si Bitcoin devient vraiment énorme, pourquoi pas, on peut l'imaginer dans beaucoup d'années. Alors ensuite, est-ce que l'explosion des frais comme ça a posé ou pose problème sur Lightning Network ? Et bien sûr, Lightning Network, il faut quand même passer par la couche principale de Bitcoin, la layer 1 de Bitcoin, le Bitcoin que tout le monde connaît, pour pouvoir ouvrir et fermer des canaux sur Lightning. Et il se trouve que si vous avez vraiment un tout petit canal, parfois,
ouvrir ou fermer ce canal, ça ne va pas valoir le coup parce que les frais de Bitcoin, finalement, sont tellement élevés que y a plus d'argent que ce qui vous reste dans le canal. Donc, fermer le canal, c'est pas hyper intéressant, quoi. Si jamais il y a 25 €, si jamais alors en plus c'est une transaction un petit peu spéciale, donc ça vous coûtera pas 25 €, ça vous coûtera plus. Et si jamais il vous restait, mettons, 15 € dans le canal, ben effectivement, ça va pas être terrible pour vous, ce truc-là. Si c'est au moment où vous deviez fermer le canal, bah il vaut mieux attendre ou il vaut mieux tout simplement pas le faire et renoncer à cet argent. Mais la personne qui est à l'autre bout du canal, si elle a, je sais pas moi, 2000 € dans le canal, bah elle va avoir intérêt à payer, et donc du coup vous allez recevoir votre argent et voilà. Mais si jamais le canal par exemple fait 50 $, bon bah là il y en a aucun des deux qui a intérêt à fermer le canal, et donc du coup ouais, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre ce qui se passe, quoi. Et le problème, c'est que fermer avoir la possibilité de fermer un canal dans Lightning Network, c'est la garantie qu'on ne peut pas se faire voler son argent, donc c'est un problème. Donc la moralité, c'est que dans Lightning Network, il vaut mieux avoir quand même des gros canaux. Et c'est des canaux, on va dire des gros canaux, pas si gros que ça, mais un canal qui fait 1000 $, par exemple, vous n'avez pas ce problème-là, quoi. Donc du coup, il vaut mieux avoir des canaux qui font 1000, 2000, 3000 $ que des canaux qui font 100 $, quoi. Parce qu'en cas de montée des frais, vous pouvez avoir un problème. Le deuxième problème de Lightning Network, si vous ne savez pas du tout comment fonctionne Lightning Network, ça va être difficile à comprendre, mais je vous renvoie vers une vidéo que je mettrai aussi en description, où j'explique un petit peu comment ça marche. Vous savez, vous êtes dans Lightning Network, quand vous échangez des fonds, en fait, ce que vous échangez, c'est des transactions que vous pourrez transmettre sur le réseau Bitcoin Layer 1 au cas où la personne qui est en face essaye de vous voler. En fait, vous protégez, vous faites des promesses, et ces promesses, vous n'avez pas besoin. Ces promesses, elles sont basées sur le fait que vous avez la transaction Bitcoin qui, à tout moment, vous permettra, si la personne essaye de vous voler en face, de rebasculer sur de la layer 1. Et donc du coup, comme personne n'a intérêt de se voler, parce qu'à tout moment, celui qui essaye de rompre sa promesse ne peut pas, parce que la personne diffuse une transaction sur la couche 1 afin de ne pas se faire voler, et que c'est grâce à ça qu'on est sûr que la personne ne va pas vous voler, il faut pouvoir quand même émettre cette transaction. Et alors le fait que les frais soient élevés, si vous avez un gros canal, c'est pas extrêmement dérangeant, pour être honnête, il n'y a pas vraiment de problème pratique. Par contre, ce qui a été problématique, c'est l'évolution rapide des frais. Quand on passe ici de 200 à 500, il faut pouvoir, si vous voulez, au moment où vous créez cette petite transaction là que vous n'allez pas diffuser de toute façon, quand même la dimensionner avec des frais qui correspondent à la réalité du réseau. Et quand les frais évoluent vachement comme ça, c'est difficile à faire. Et ça, c'est un problème actuel de Lightning Network. Donc Lightning Network n'a pas fini de résoudre tous les problèmes. Quoi qu'il en soit, dans la pratique, c'est pas vraiment dérangeant, pour être honnête. Casser des relations de confiance pour quelques dollars, c'est vraiment pas génial, mais vous pouvez quand même être au fait que des développements sont en cours sur Lightning Network. Ces problèmes non seulement sont connus, mais ces problèmes aussi, des gens travaillent dessus activement pour essayer de les résoudre. Et à mon avis, ils vont y arriver dans un temps rapide qui nous surprendra tous, parce que c'est quand même des problèmes hyper complexes. Quoi qu'il en soit, si d'aventure Bitcoin est un succès, ce que je crois, les frais élevés, c'est le futur, et là on voit en direct comment ça se passe. Donc on peut voir le futur. C'est vraiment sympa. Et donc du coup, cette sorte d'expérimentation à grande échelle des frais de Bitcoin élevés nous apprend aussi qu'il faut profiter des moments
où les frais sont bas. Profitez du moment où les frais sont bas, comme pour par exemple consolider son wallet. Si vous avez plein d'UTXO dans votre wallet, eh bien il y a une opération qui consiste à toutes les renvoyer vers une seule adresse Bitcoin. Si vous avez reçu Bitcoin sur plein d'adresses différentes, parce qu'à chaque fois que vous recevez du Bitcoin, vous créez une nouvelle adresse pour des raisons de confidentialité et de sécurité, il y a un moment donné où ça peut valoir le coup, où ça vaut en fait vachement le coup, surtout si les frais sont très très bas, par exemple à 1 Satoshi, de renvoyer tous vos Bitcoins vers un seul UTXO, c'est-à-dire vers une seule adresse. Vous faites un transfert de tous vos Bitcoins à vous-même. Pourquoi ? Parce que quand vous avez plusieurs adresses en entrée et seulement 2 adresses en sortie pour votre transaction Bitcoin, eh bien ça coûte beaucoup plus cher que si vous avez une seule transaction, une seule adresse en entrée et une seule adresse en sortie. Vous ne pouvez pas avoir une seule adresse en sortie, disons 2 adresses en sortie. Si vous avez une seule entrée et 2 sorties, vous avez une toute petite transaction en termes de taille, en termes de kilo-octets si vous voulez, et on voit bien que quand les frais sont élevés, vous êtes bien content d'avoir des petites transactions. Donc finalement, consolider vos transactions, eh bien, quand les frais seront élevés, ça sera vachement intéressant. Et en ce moment, j'entends parler pas mal de problème de mémoire avec le protocole Stamps, etc. Et alors là, ça me fait rigoler, parce que je me dis, mais regardez, les frais explosent. Les frais qui explosent, finalement, ça donne une bonne leçon à tout le monde pour se dire, quand les frais seront bas, quand les frais seront à, par exemple, 1 Satoshi, si jamais ils redescendent aussi bas, c'est super, ça sera le moment de consolider les wallets, et donc du coup, en consolidant les wallets, en envoyant tous ces UTXO vers un seul UTXO, on fait diminuer l'UTXO 7. Donc en fait, l'augmentation des frais de Bitcoin, ça résout le problème de l'UTXO 7 en quelque sorte. Parce que à l'époque, on voyait bien que cette montée du nombre d'UTXO, ça allait être un problème à terme, quoi. Que plus il y a d'utilisateurs et plus il y a du TXO en l'occurrence. Et donc du coup, on avait fait Segwit avec des incitatifs au niveau des frais, de se dire ça va être pas cher de réduire ces UTXO, quoi. Mais étant donné que les frais étaient toujours vers 1 Satoshi par V-byte, les gens avaient la flemme de le faire ou le faisaient pas parce que ils voyaient pas l'intérêt. Mais là, quand on voit des moments où c'est possible d'avoir 200 Satoshi par 200, que les frais soient à 200 Sat au lieu de 1 Sat, on se rend bien compte que il faut se bouger, il faut essayer de réduire ces UTXO pour le jour où ça sera nécessaire. Donc si vous faites du DCA par exemple, etc., peut-être ça vaudra le coup de réduire tous ces XO en 1 de temps en temps quand les frais sont super pas chers. Donc ça, c'est une autre grande leçon. Cette vidéo qui est déjà fleuve, qui est déjà très longue, va pas pouvoir me permettre d'aborder plus le dossier du protocole Stamps, où j'ai entendu des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, comme par exemple cette histoire d'UTXO7 qui grossit à l'infini. Moi, je crois que l'augmentation des frais, en l'occurrence, va résoudre ce problème, et que si jamais Bitcoin devient un jour, sait-on jamais, populaire dans la population générale, eh bien, effectivement, ce problème va se régler de lui-même parce qu'on a déjà mis en place des règles qui vont dans ce sens. Et dès que les frais seront élevés, eh bien, ces règles auront de plus en plus de sens. Et donc, du coup, les gens iront défendre leurs propres intérêts et consolideront leur wallet. Bref, il y aurait beaucoup plus à dire sur le protocole Stamp, mais je ne peux pas l'aborder. Tout ça pour vous dire que Bitcoin n'est pas cassé, que si on envoie beaucoup de transactions dans Bitcoin et qu'on fait énormément monter les frais, au final,
il se passe quoi? Bah, les frais augmentent, et puis voilà. Puis quand les gens en ont marre de payer ou quand ils ont trouvé un échange centralisé pour continuer leur carabistouille, et ben finalement peut-être que les frais diminuent. Et c'est comme ça. C'est comme ça que le protocole Bitcoin a été pensé. Un bloc toutes les 10 minutes, ça permet vraiment au réseau d'être ultra stable. Et on voit que Bitcoin n'est pas tellement déstabilisé par rapport à ça. Donc en conclusion, moi ce que je vous dirais, c'est qu'on a appris pas mal de choses, que si vous vous êtes pas encore mis à Lightning Network, peut-être qu'il est temps de le faire. D'abord peut-être de manière custodiale avec un wallet comme Moon, ou alors se jeter réellement dans le bain, avoir son propre nœud Bitcoin et pourquoi pas ouvrir ses canaux, essayer de voir comment on ouvre un canal, suivre les tutoriels, c'est pas comment, je sais pas si au pluriel on dit des tutoriaux ou des tutoriels. Je dis des tutoriaux moi, mais bon j'ai peut-être tort. Bref, suivre les tutos, hein, c'est plus simple. Et voir, commencer vraiment à jouer avec le protocole Bitcoin, commencer à se dire, voilà, les moments où c'est un Satoshi, c'est le moment de consolider mon wallet, etc. Commencer à vraiment être un vrai utilisateur de Bitcoin, parce que des jours difficiles avec des frais super élevés vont advenir. Forcément. Et peut-être même que les frais, là, vont pas retomber à un Satoshi d'ici un très très long moment et qu'il y aura toujours un petit peu de spéculation avec ces machins-là et que ça va toujours faire des frais élevés pendant pas mal de temps. Donc, on ne sait pas, en fait. Donc, voilà, c'est très intéressant. Il faut suivre ce truc-là de près. Je profite de votre attention et de la fin de cette vidéo pour faire de la pub pour mon canal Telegram où ces questions ont été abordées au fil de l'eau, au fil du moment, au fil du déroulement des événements. Je traite sur ce canal Telegram de plein de choses liées aux cryptos en général, à Bitcoin, à Monero, à d'autres cryptos beaucoup plus obscurs. Et je parle de finance, d'économie, aussi un peu d'intelligence artificielle. Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous de nous rejoindre. Également, je m'exprime sur Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre également sur Twitter. Et si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, pouce et un abonnement. Merci d'avoir écouté ce long métrage et à bientôt.